connaître le contenu d'un business plan, il faut comprendre à quoi ça sert. À quoi sert un business plan? L'objectif de cette session, c'est qu'à la fin de la session, que vous soyez capable de comprendre l'utilité du business plan, utiliser le business plan pour convaincre les banquiers, les investisseurs et autres partenaires. Le business plan est donc à la fois un outil de réflexion, de planification, de communication et de prise de décision essentielle pour concrétiser un projet de création d'entreprise. Donc, on ne peut pas se passer du business plan. Alors, le business plan ou plan d'affaires, c'est la même chose. À quoi sert un business plan? On verra d'abord. Ensuite, à qui est destiné le business plan? À quoi sert un business plan? Le business plan sert à résumer et présenter son projet d'entreprise de manière structurée et complète. Donc, chacun d'entre vous va élaborer son business plan. Même les experts et les consultants ont besoin d'élaborer leur business plan. Deuxièmement, analyser la faisabilité et la viabilité de son projet d'un point de vue commercial, technique et financier. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons sur tout ça. Troisièmement, convaincre des partenaires financiers, des investisseurs, des banques pour obtenir des financements. Et pour cela, il faut les convaincre que vous maîtrisez le projet et que l'argent qu'ils investiront sera en sécurité. Attention, vous êtes en train de demander l'argent de quelqu'un. Il faut créer la confiance. Et pour cela, il faut montrer à ce banquier, à ce partenaire, à cet investisseur, que vous maîtrisez votre projet. On va vous donner l'argent pour le projet. Si vous ne le maîtrisez pas, ça peut tourner. Et nous allons faire en sorte que d'ici les 6 prochains mois, que lorsque votre business plan sera bien ficelé, que vous fassiez la présentation et on va vous montrer comment faire une bonne présentation de votre business plan. C'est ça qui permet de sécuriser l'argent que les investisseurs vont mettre à votre disposition. Quatrièmement, vous allez fixer les objectifs. Le business plan vous permet de fixer les objectifs et définir les stratégies à mettre en place pour les atteindre. Cinquièmement, préciser les moyens et les ressources nécessaires pour le lancement de l'activité. Sixièmement, mesurer et anticiper les principaux risques liés au projet. Septièmement, établir des prévisions réalistes en termes de vente, de rentabilité et de trésorerie. Huitièmement, convaincre et embarquer ses futurs associés, ses salariés, ses clients et ses fournisseurs. Parce que les clients sont importants pour vous. Sans clients, il n'y a pas d'entreprise. Vos fournisseurs sont importants. Et vous allez leur demander des faveurs. On le verra dans le business plan. Vous allez leur demander de vous fournir et de payer peut-être dans 30 jours. Et ça va avoir un impact important dans votre trésorerie. Vos salariés ne doivent pas aller en grève. Il faut qu'ils soient motivés, qu'ils soient contents de travailler avec vous, pour vous. Et vos futurs associés aussi, c'est eux qui vont amener l'argent, les connaissances, les marchés, etc. Neuvièmement, disposer d'un tableau de bord pour suivre l'avancée de son projet dans le temps. Vous voyez que, une fois que le business plan est prêt, vous allez l'utiliser dans la gestion quotidienne. Vous allez suivre pour voir est-ce que vous avez bien suivi les indicateurs qui sont dans le business plan. Et pour cela, le business plan va servir de guide d'action une fois que vous aurez transformé votre idée en entreprise viable. Il va servir de référence pour juger les décisions de gestion et les résultats futurs. Quand on fait des projections, bon, tout peut être beau dans le meilleur des mondes, mais la réalité peut être tout autre. Vous allez tout faire pour respecter les projections parce que c'est sur la base de ces projections que vous avez calculé votre rentabilité. C'est sur cette base qu'on vous finance, qu'on fait confiance. Donc, vous allez tout faire pour rester dans les schémas procédés. Enfin, le business plan vous permet de valider la robustesse de votre projet avant de vous lancer. Donc, les amis, le business plan, vous êtes donc à bien penser votre affaire et vous assurer que vous avez pris en compte toutes les options et anticiper toutes les difficultés éventuelles. Les amis, cet aspect, c'est très important. Le business plan
Quand vous l'avez, vous n'avez pas encore investi, vous n'avez pas encore pris le risque. L'idéal, c'est de faire d'abord son business plan et puis de se lancer dans les investissements. Mais le business plan vous permettra de prendre en compte toutes les options possibles parce que vous êtes dans une phase d'analyse, d'étude et d'anticiper les difficultés éventuelles. Les difficultés qui sont liées à l'environnement économique, politique, social, climatique, qui vont impacter le fonctionnement de votre entreprise. Ça, c'est à quoi sert le business plan. Vous voyez que ça sert essentiellement à l'entrepreneur, vous. Maintenant, le business plan peut être destiné à plusieurs entités. Par exemple, les banquiers. Si vous devez soumettre votre business plan à des banquiers ou à des investisseurs, il faut comprendre, mais qu'est-ce qui intéresse ces banquiers-là? D'abord, le banquier va s'intéresser à l'expérience et aux compétences de l'équipe dirigeante. Ah oui, mes amis. Cela donne confiance dans la capacité à mener le projet. Donc, on le verra quand on fera le contenu. Vous présentez-vous en tant qu'entrepreneur. Si vous êtes une équipe, présentez l'équipe dirigeante. C'est important pour le banquier. Le banquier veut savoir à qui il a affaire. Rappelez-vous, lorsque j'ai donné l'exemple il y a 1 ou 2 semaines, de ce grand banquier dans un pays africain que j'avais invité dans la formation, il y a un jour où les banquiers viennent partager leur expérience et dire aux entrepreneurs, voici nos conditions extra-extra. Et ce banquier-là est arrivé, il a dit que lorsque je reçois un entrepreneur avec son projet, d'abord je fais étudier son projet par mes services, par mes fondés de pouvoir, etc. Mais quand il vient, je prends le projet, je le mets sous le coude et je le regarde. Et je lui dis, parlez-moi de vous. J'essaie de comprendre à qui j'ai affaire. C'est-à-dire que pour ce banquier-là, se focaliser sur l'individu qui est venu lui demander de l'argent est plus important que le projet lui-même. Donc, vous faites faire votre étude de projet et puis vous pensez que vous allez avoir l'argent parce que vous avez fait une belle étude. Mais vous vous trompez. Vous êtes plus important que le projet. Parce qu'un bon projet entre les mains d'un mauvais entrepreneur, il y a des chances que ça puisse tomber, ça puisse capituler. Mais si vous avez un mauvais projet avec un bon entrepreneur, ce bon entrepreneur-là pourra apporter des améliorations jusqu'à ce que le projet soit viable, soit bancable. Donc, c'est d'abord, et puis c'est l'individu qui va décider de rembourser l'argent. Donc, l'expérience et le contrôle, c'est important. Le réalisme des projections financières, ces projections doivent être étayées et prudentes. La solidité du plan de financement, des fonds propres sont appréciés, limitant le recours à l'emprunt. Parce que là aussi, le banquier va dire, bon, très bien, vous voulez mon argent, très bien, mais vous êtes prêt à mettre quoi dans cette affaire-là? Mais vous dites que mais, je mets 0 francs, mais vous dites, mais vous rigolez ou quoi? Vous voulez que je finance tout ça? Oui, il y a un minimum quand même, les amis. Donc, ne partez pas les mains vides auprès de la banque. Vous n'êtes pas là pour manger, vous êtes là pour faire du business. La cohérence du plan d'activité. Les objectifs visés doivent être atteignables. L'analyse détaillée du marché et de la concurrence. Elle démontre la viabilité du projet, la rentabilité et la capacité de remboursement. Le projet doit générer assez de trésorerie ici. Et ce qu'on a dit ici, c'est que les banquiers veulent s'assurer que vous allez les rembourser à temps. Vous allez donc répondre aux questions suivantes. Quel est le montant de l'emprunt que vous souhaitez avoir? Est-ce que c'est pertinent, c'est pas pertinent, c'est exagéré ou pas? Vous avez besoin de 50 millions, vous demandez 100 millions. Le banquier nous voit tout de suite. Comment les fonds seront-ils utilisés? Quelle est la destination de ces fonds? Comment le financement renforcera-t-il l'entreprise? Est-ce que l'entreprise a besoin même de ce financement? Ce n'est pas parce qu'il y a des fonds que vous allez les chercher. Quels sont les termes de remboursement? En d'autres termes, le nombre d'années nécessaires pour le remboursement de ce prêt. D'accord? En combien de temps, en combien d'années vous allez le faire? D'accord? Les garanties apportées sur le prêt, elles sécurisent le remboursement en cas de problème.
L'anticipation des risques, la prévision des scénarios pessimistes rassure. Il ne faut pas être super optimiste quand vous faites votre business plan. On le verra. Il faut plutôt être pessimiste. Pessimiste au niveau des recettes. Et au niveau même des dépenses et des investissements, pessimiste en les gonflant un tout petit peu. En réduisant un peu les recettes. Si ça marche, ça veut dire que si demain, vous vendez plus, c'est tant mieux. Si vous dépensez moins, c'est tant mieux. La solidité des partenariats et débouchés commerciaux, il garantit des revenus. Lorsque vous arrivez chez un banquier, vous dites que bon, j'ai discuté avec tel client potentiel, il m'a même fait une promesse d'achat en disant que si je respecte telle condition, le produit, si je livre à temps, il va acheter. Mais ce document-là, c'est une garantie parce que le banquier sera telle entreprise va acheter vos produits, donc c'est quelque chose de véritablement sérieux. La cohérence globale du projet. Toutes les briques du plan doivent être crédibles. Mais ça, ceux qui élaborent les business plans le savent. Ensuite, maintenant, il y a les investisseurs. Alors, pour ces investisseurs, ils vont s'intéresser. C'est d'autres personnes que vous allez solliciter et qui vont venir investir dans votre projet. Pour ces personnes-là, le potentiel de croissance et de création de valeur, c'est important. L'investisseur recherche des plus-values à la revente. C'est-à-dire que le banquier vous finance de l'argent, ce n'est pas son argent en général, c'est l'argent de ses clients, sont les épargnants, et parfois il a la possibilité de se faire refinancer auprès de la Banque centrale, et même la Banque centrale, il faudra rembourser cet argent. Donc le banquier travaille avec l'argent des autres. Donc sa première préoccupation, c'est de sécuriser cet argent-là. Faire en sorte qu'on finance, mais qu'on puisse rembourser et qu'il puisse encore continuer à financer d'autres. Ça fait donc un fonds revolving. Mais l'investisseur, lui, quelqu'un qui a son argent, quelqu'un privé, lui demander, donnez-moi mon argent que je mets dans mon entreprise. Il va dire, oui, mais est-ce que votre entreprise est viable? Est-ce que ça va se développer? Est-ce que vous allez créer de la valeur? Qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport à la concurrence? C'est ça qui va le convaincre. Et il y a déjà des entreprises qui font la même chose que vous. Vous, qu'est-ce que vous allez faire de plus? D'accord? Donc, il y a des indicateurs à ce niveau, les MVP, etc., sur lesquels on reviendra plus tard. L'innovation et le caractère disruptif. Un projet avec un avantage concurrentiel fort et apprécié. Quand vous prenez un produit avec un plus, donc vous avez innové, comme la dame qui essaie de faire du tchakri avec, le tchakri, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de couscous qu'on vend presque partout en Afrique maintenant, à base de mil, avec du lait, c'est très bon. Et quand on y met un peu de mangue, ça relève un peu le goût. On peut mettre de l'ananas, on peut mettre toutes sortes de produits. Donc ça, c'est une innovation. Bon. On le fait déjà sur le marché, je sais. Mais c'est toujours un plus par rapport au tchakri ordinaire. Le caractère disruptif, c'est le fait que votre produit va avoir un impact, va changer même le marché. Vous savez, bon, on peut donner l'exemple des smartphones. Avant, il n'y avait pas de smartphone, il y avait que les téléphones, les Nokia et consorts. Un beau jour, Apple a introduit le smartphone. C'est disruptif parce que ça a changé les habitudes de consommation. Aujourd'hui, tout le monde a son smartphone en train de faire son chat, etc. Donc, c'est ça le caractère disruptif. Il faut regarder ça dans vos produits ou bien dans vos services. Le marché accessible et ses perspectives de développement. Un marché à fort potentiel et attrayant. Donc, il faut toujours voir le secteur dans lequel vous êtes. C'est un secteur en croissance, la demande est en croissance, la population est en train d'augmenter, le revenu de la population est en train de suivre, il y a d'autres revenus qui vont venir, etc. etc. Donc, il y a une sorte de boom dans tel secteur, dans tel domaine. Ça, il faut le souligner pour montrer quand même que le marché est accessible, parce qu'il y a des marchés qui sont très protégés et il y a de belles perspectives de développement. Il y a une équipe dirigeante complémentaire expérimentée. Là aussi, l'investisseur s'intéresse à l'équipe. Va demander, mais vous êtes avec qui? D'abord, vous, qui vous êtes? Le présenter. Et puis, vos partenaires, c'est qui? C'est informé. Parce que
c'est l'équipe dirigeante qui va gérer l'argent de l'investisseur. Donc, quand cette équipe dirigeante est complémentaire expérimentée, le manque des chances de succès. On y reviendra quand on fera le business plan. Quand vous allez faire votre tour de table pour voir les associés avec lesquels vous allez travailler, il ne s'agit pas de prendre seulement les membres de la famille, mais des entreprises où il y a le papa, la maman, les enfants, tout le monde est dedans. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est la complémentaire. Vous prenez un Ablaye Ndiaye là-bas, parce que c'est un ancien banquier, il va donc vous aider. Ou bien c'est un ingénieur qui va vous aider, etc. Une stratégie claire, une stratégie de sortie claire à 3-5 ans, avec la perspective de valorisation lors de la revente des parts. Parce que l'investisseur, lui, n'est pas avec vous. Ce n'est pas un actionnaire. C'est quelqu'un qui investit son argent, qui va vous accompagner. Il va prendre une partie des actions, mais peut-être que dans 3 à 5 ans, il voudra vendre ses actions. Donc, ce qui l'intéresse, c'est que est-ce que mes actions vont avoir de la valeur? Je vais vous donner l'exemple d'Amazon. Vous savez que Amazon a fonctionné pendant 10 ans ou plus sans faire de bénéfices. Donc, pas de bénéfices, pas de distribution de dividendes. Mais chaque année, tout le monde se précipite à acheter des actions Amazon. C'est ça qui a fait que Amazon est devenue l'une des plus grandes entreprises de commerce électronique au monde, alors que l'entreprise était déficitaire, les amis. Il faut comprendre cette logique. Les gens qui achètent les actions, ce n'est pas seulement pour les dividendes. Les achètent parce que cette action va avoir de la valeur. Et je peux vous donner un exemple de Warren Buffett, qui est un gourou des investissements aux États-Unis, qui a eu un seul regret. Vraiment, lui, c'est la référence en matière d'investissement. Quand il investit, tout le monde regarde. Quand il investit quelque part, tout le monde se précipite pour acheter des actions. Et ça, il le fait depuis 30 ans, 40 ans. Mais son seul regret, c'est de n'avoir pas cru à Apple au début. Il l'a dit. Il ne croyait pas en Steve Jobs, il ne croyait pas en ses produits. Aujourd'hui, il le regarde, mais maintenant, il a racheté, mais beaucoup plus fort. Quand vous achetez une achète, mettons, 10 000 francs, une action de 10 000 francs d'Apple, mais 20 ans plus tard, mais ça, la même action va vous coûter 10 millions. Vous pouvez la revendre 10 millions. C'est extrêmement rentable. C'est un peu ce qui se passe au niveau des grandes sociétés, telles que les Facebook, les Google, etc. Ce n'est pas parce que ce sont des sociétés qui sont rentables pour beaucoup de bénéfices, mais ce sont des bénéfices qui ont une capitalisation boursière. Donc, la valeur, l'entreprise augmente de plus en plus. Et ça, l'investisseur garde ça à l'esprit. Donc, il faut créer de la valeur au niveau de l'entreprise. On verra comment dans le business plan. La rentabilité prévisionnelle des perspectives de profit élevés sont recherchées. Oui, parce que même si dans certains cas, on ne distribue pas de dividendes, parce qu'on cherche la valeur de l'entreprise, ça c'est pour le cas où l'investisseur spécule sur la valeur de l'entreprise, achète des actions maintenant et les revend plus tard. Mais il y a des investisseurs qui ne sont intéressés que par les dividendes. Vous mettez 100 000 francs d'actions ou bien 1 million d'actions, chaque année, ça vous rapporte combien? Si l'entreprise fait des profits et distribue des dividendes, là, vous allez quand même rester dans cette entreprise, compter à investir dans cette entreprise. Le risque mesuré du projet, l'investisseur est prudent face à des incertitudes. La participation financière du dirigeant. Combien vous avez mis dans votre entreprise? Avant de demander mon argent, vous avez mis combien? Cela demande la motivation, votre motivation et votre engagement. Mais si vous ne mettez rien dans l'entreprise, vous voulez maintenant que je vous donne mon argent, mais je vais me poser des questions. Ensuite, il y a le besoin d'accompagnement. L'investisseur, une fois qu'il met son argent, il va tout faire pour que l'entreprise puisse marcher. Est-ce que vous êtes prêt à être accompagné par cet investisseur qui apporte aussi son expertise? Souvent, ce sont des gens qui ont accumulé beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'expérience de l'entreprise et qui, bon, en fin de compte, peuvent vous aider, vous, dans la phase de démarrage et de développement. Ils ont beaucoup de relations, etc. Les facteurs de différenciation face à la concurrence. Quel est votre atout concurrentiel par rapport aux autres entreprises? Si vous avez un atout, là, ça devient rassurant.
Voilà un peu les amis, à quoi sert un business plan et quand c'est destiné à des banquiers, qu'est-ce qui intéresse les banquiers? Quand c'est destiné à des investisseurs, qu'est-ce qui intéresse les investisseurs? À partir de là, maintenant, à partir de la semaine prochaine, nous travaillerons sur le contenu du business plan. Qu'est-ce qu'on doit avoir dans un business plan? Là, maintenant, ça va avoir un peu plus de sens. Maintenant, vous savez que le business plan, vous êtes vous, en tant qu'entrepreneur, à faire tout ça. Tous ces éléments-là doivent être reflétés dans le business plan. Et si vous devez soumettre un financement, vous savez à quoi vous attendre. Alors, je voudrais juste faire un clin d'œil aux banquiers pour dire que ce que j'ai mis là, c'est de façon générale et générique, mais il y a banque et banque. Toutes les banques ne se comportent pas de la même manière, n'ont pas les mêmes critères. Il y a des banques qui prennent plus de risques que d'autres. Il y a des banquiers, je sais qu'il y en a, parce que je reçois beaucoup de... Je ne vais pas citer, hein, parce que nous sommes quand même dans un secteur confidentiel. Il y a des banquiers qui m'ont contacté. L'autre jour, il y a des banquiers qui avaient pris la parole. Si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole. Peut-être qu'il y a d'autres éléments qui peuvent vous intéresser, qui ne sont pas mentionnés ici. En ce moment-là, on pourra enrichir. Moi, ce que je fais chaque fois, quand je fais une présentation, je demande est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut ajouter? Si oui, la prochaine fois, je vais enrichir la présentation. Je ne fais presque jamais la même présentation dans deux formations.